Les projets Wikimédia, c'est tout un ensemble de projets dont Wikipédia n'est qu'un seul aspect. Le premier, tout le reste c'est monté autour, mais ça n'est qu'un des sites internet hébergés par la fondation Wikimédia. Autour, il y a tout un tas d'autres sites que vous connaissez peut-être ou pas. Alors là, il y en a tout un tas qui sont assez confidentiels, mais par exemple, toutes les images de Wikipédia sont hébergées sur un site central qui, pour le coup, n'est pas multilingue, lui. Enfin, l'interface est multilingue, mais tout le monde est sur la même version, qui s'appelle Wikimedia Commons. Quand vous cliquez sur une photo sur Wikipédia, vous arrivez sur Wikimedia Commons, et là, vous avez une médiathèque avec plus de 20 millions de fichiers qui sont tous libres, tous réutilisables, tous utilisables pour vos projets pédagogiques, pour les exposés de vos élèves, absolument tout est réutilisable. C'est à mon sens, une mine d'or pour les enseignants notamment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des photos d'archives, tout ce qui est dans le domaine public, vous allez trouver 45 portraits de Louis XIV, des photos de la Première Guerre mondiale, ce genre de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Des enluminures du Moyen-Âge, enfin absolument tout pour illustrer des cours, pour les portraits des auteurs, des schémas de physique, des schémas animés aussi, ce qui peut être intéressant dans toutes les disciplines plus techniques. Pour comprendre des engrenages, des circuits électriques, des trucs comme ça. Il y a des cartes partout, il y a tout type de cartes dans n'importe quelle langue, de n'importe quoi, de n'importe quelle époque. Il y a vraiment beaucoup de ressources et il commence à y avoir aussi de la vidéo et des sons, de plus en plus. Donc les premières émissions les premières émissions de radio aux États-Unis, par exemple, elles sont sur Wikimedia Commons maintenant. C'est dans le domaine public, donc c'est arrivé dessus. Wikisource, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une bibliothèque en ligne avec les grands textes qui sont dans le domaine public de la littérature, de l'histoire, de l'économie, de la politique, de la médecine, etc., qui est assez pratique, et notamment parce qu'on peut télécharger les documents en PDF ou en EPUB ou autre, contrairement à un Gallica où on est sur du scan de livres. Sur Wikisource, le scan est passé sur un logiciel de reconnaissance de caractère, puis corrigé à la main, c'est-à-dire qu'on a un facsimilé complet des livres. Et puis, autre projet qui me semble intéressant, c'est le Wiktionnaire, que vous connaissez peut-être, qui est donc un dictionnaire sur le même principe que Wikipédia, mais en dictionnaire, avec un aspect multilingue extrêmement prononcé. Et c'est là où c'est intéressant, je trouve, de contribuer dans d'autres langues que le français, et qui peut servir beaucoup en cours de langue. Parce que le Wiktionnaire fonctionne avec un double multilinguisme. Le premier, c'est de dire, j'ai un mot en français, je vais avoir de la même façon que sur Wikipédia, où on a un lien vers les articles dans d'autres langues sur la gauche, un lien vers l'article sur le Wiktionnaire en anglais ou le Wiktionnaire en allemand. Mais on va aussi avoir la traduction de ce mot ou les traductions de ce mot dans d'autres langues. Et puis, on va aussi avoir des explications en français de mots étrangers. Par exemple, un mot en allemand qui n'aurait pas de traduction littérale en un autre mot en français, on va avoir le mot en allemand et son explication détaillée, avec son étymologie, etc., en français. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on est dans des concepts ou dans des mots un peu compliqués. Et le Wiktionnaire est extrêmement utilisé par les traducteurs, et donc je pense extrêmement utilisable en cours de langue. Vraiment, il est très bon pour ça, quoi. Et avec, pour pas mal de mots, un enregistrement sonore de la prononciation, avec parfois plusieurs accents. Il y a par exemple des mots en français qui sont enregistrés en français parisien, on va dire, en québécois, en français du sud de la France. Enfin, il y a une place aussi pour les accents locaux qui est assez forte. Non, c'est vraiment sur le modèle du dictionnaire. Avec à chaque fois, on a le mot avec sa prononciation, son étymologie, son utilisation, les différents sens, éventuellement une conjugaison, avec des traductions, des équivalents dans d'autres langues, etc. Mais ce n'est pas du tout un traducteur. Le traducteur automatique est globalement quand même pas toujours une bonne chose, quoi. Donc, ouais. Mais voilà. Non, là on est dans l'approche dictionnaire. Mais c'est une aide assez... Enfin, moi je ne savais pas à quel point c'était utilisé, mais il y a beaucoup de traducteurs qui me disent qu'ils l'utilisent beaucoup.
justement parce qu'on n'est pas dans l'équivalence bête et méchante entre deux mots qui existe pour chat, chien, vache et casserole, mais qui peut être un peu plus compliqué pour dès qu'on passe dans des verbes ou dans des concepts un petit peu plus complexes. L'équivalence pure et dure, comme un dictionnaire classique fait en mettant d'un côté une langue et de l'autre côté l'autre, est pas toujours pertinente, quoi. Et pour juste peut-être un petit point sur l'organisation de tout ça, pour comment ça fonctionne, quand je parlais du fait que ce soit gratuit, qu'on fonctionne par don, etc. Comment s'organise un peu le mouvement Wikimedia derrière? C'est assez simple. C'est une fondation de droit américain qui héberge techniquement tous ces projets, donc qui possède des centaines de serveurs qui sont situés principalement aux États-Unis, quasiment tous aux États-Unis, et donc qui héberge techniquement les données, qui paye la bande passante pour que ça puisse aller sur Internet, et qui a une équipe de développeurs informatiques qui s'occupe de maintenir et d'améliorer le logiciel qui permet de contribuer, le wiki qui est ce logiciel qui permet de contribuer. Tous les projets fonctionnant sur des wikis. Le rôle de la fondation s'arrête à peu près là, c'est-à-dire maintenir le site, développer les logiciels, faire en sorte que ce soit pérenne, faire en sorte que ça aille sur Internet et faire en sorte que ce soit financé, c'est-à-dire d'organiser les appels aux dons. Le rôle de la fondation s'arrête là, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas de manière éditoriale dans les articles de Wikipédia, ni dans la communauté des contributeurs. La fondation reconnaît dans un certain nombre de pays, aujourd'hui à peu près 45, dans le monde, des associations locales, de droit local. Donc en France, c'est Wikimedia France, qui ont pour objectif, qui ne sont pas des filiales, mais qui ont pour objectif de relayer et d'être un soutien local aux actions de la fondation. Donc, par exemple, être un soutien local, ça va être pour nous d'organiser la collecte de dons, par exemple. En général, la collecte de dons que vous avez sur Wikipédia, elle passe par l'association française. Et nous, ensuite, on redistribue derrière, mais on sait gérer plus facilement qu'une fondation américaine des relations avec des donateurs français, ne serait-ce que parce qu'on est capable de leur répondre en français. Donc, et d'offrir une déduction fiscale là où une fondation américaine ne pourra pas le faire. Donc, on a ce rôle-là. Et puis, on a un rôle de pédagogie, de représentation publique, d'explications, de conférences, de tout ce qu'on est en train de faire là, de donner une porte d'entrée à Wikipédia, qui semble souvent une très grosse boîte noire. Donc on n'est pas des représentants de Wikipédia, on n'est pas plus gestionnaires éditoriaux de Wikipédia. C'est-à-dire que c'est pas à Wikimedia France qu'il faut demander d'aller corriger un article, par exemple. C'est les contributeurs qui vont le faire. On n'a rien à leur dire, on n'a rien à leur imposer, mais on va être une interface pour répondre à des questions. On a commencé il y a quasiment 10 ans, de manière extrêmement simple, en ayant une adresse mail et en ayant un téléphone où quelqu'un répondait en français. Et pendant plusieurs années, le téléphone de Wikipédia en France tombait sur mon téléphone et les questions étaient extrêmement variées. Ça va de j'ai une erreur dans mon article, je ne comprends pas, à vous contrôlez le monde, c'est inadmissible, je veux monter un projet avec vous, comment je fais pour distribuer Wikipédia en Afrique. Enfin, les questions les plus diverses et variées auxquelles les gens n'arrivent pas à trouver de réponse quand ils sont sur Wikipédia parce que c'est trop gros. Et puis, petit à petit, on s'est mis à avoir des actions plus concrètes, de monter des projets avec des partenaires, et donc d'être une personne morale qui peut se permettre de monter des projets avec une académie, un musée, une bibliothèque, un institut de recherche, etc., pour faire contribuer des doctorants, par exemple, on travaille beaucoup là-dessus, inciter un musée à mettre les numérisations de ses tableaux sur Wikimedia Commons pour améliorer les articles, enfin ce genre de projet-là. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, sur les projets, il y a des séries des communautés de contributeurs qui se recoupent plus ou moins entre les projets. Quand on contribue facilement à la fois sur Wikipédia, sur Wikisource, sur Commons, on est rarement monotâche. Et les contributeurs sont bénévoles, ou du moins ils ne sont pas payés pour leur contribution. Il y en a qui contribuent sur leur temps de travail, payés par leur institution. Par exemple, on a des musées qui estiment que c'est important. Par exemple, le Musée national du Moyen-Âge
nous a demandé de former ses personnels à la contribution sur Wikipédia en estimant que c'était de leur devoir de vulgarisation scientifique d'améliorer les articles sur le Moyen-Âge sur la Wikipédia en français. On a des doctorants à Lille notamment qui contribuent dans le cadre de leur formation de thésard sur leur sujet de recherche sur Wikipédia. Pareil, toujours dans une optique de vulgarisation scientifique, on va là où est le public est sur Wikipédia, donc on va contribuer dessus. Mais ils ne sont pas payés par Wikipédia pour leur contribution. Absolument personne n'est payé par Wikipédia. Et les communautés s'auto-organisent elles-mêmes, et c'est ce qu'on va voir après, on va peut-être faire une petite pause de questions et tout ça, et puis prendre après. Les communautés sont totalement autonomes sur leur gestion éditoriale des projets, dans la limite des principes fondateurs que j'ai expliqués tout à l'heure. 4 principes essentiels. Et pour le reste, les communautés sont intégralement libres. Ça veut dire que selon les communautés, on peut avoir des différences assez importantes dans le traitement d'un sujet ou dans le traitement de la contribution en commun. Par exemple, la communauté germanophone est beaucoup plus stricte et organisée que la communauté francophone. C'est assez caricatural. Ils sont très organisés. Ils ne parlent pas beaucoup, mais par exemple, ils sont capables de dire cette semaine, on ne crée pas de nouveaux articles, on ne fait que améliorer les anciens. Ça, sur la Wikipédia en français, c'est absolument impossible de faire ça. Jamais, jamais personne ne se pliera à quoi que ce soit de ce type-là. Et nous, on n'arrête pas de parler sur la Wikipédia en français. On a autant de pages de discussion que d'articles. Les Allemands, quand ils nous regardent, ils disent « vous n'allez pas bien ». Les Italiens sont encore pires que nous. Donc on se retrouve avec on a eu des communautés, ça a posé quelques soucis, mais des communautés dans des pays musulmans qui avaient décidé d'interdire un certain nombre d'images. On a commencé à avoir des soucis. On a un traitement de l'image extrêmement différent entre les anglo-saxons et les Européens, par exemple. Les images du corps humain ne sont pas du tout vues de la même façon. Il y a eu un gros scandale il y a quelques années sur les Américains se sont indignés d'avoir des images de sexe sur les articles de sexe biologique, je ne parle pas de porno, sur les articles en allemand. Il y avait des images tout à fait neutres, encyclopédiques des organes humains. Et les Américains disaient « mais c'est pas possible, on ne peut pas mettre ça en ligne ». Et les Allemands disaient « bah où est le problème, c'est encyclopédique ». Donc on a une différence culturelle qui peut être assez forte entre les communautés, mais on reste dans les mêmes guides, enfin les mêmes fondements au démarrage.